Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va explorer un sujet fascinant. Comment l'art-thérapie, qui est bien plus qu'un simple loisir, s'avère être un outil scientifiquement fondé pour lutter contre le déclin cognitif. On va voir que tout repose sur l'extraordinaire capacité de notre cerveau à se réinventer. La question, c'est vrai, peut paraître un peu provocatrice, mais en fait, elle est au cœur de notre analyse. On va découvrir ensemble comment la créativité peut devenir une alliée, mais alors une alliée redoutable, face aux maladies qui s'attaquent à notre esprit. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord poser le problème, puis on explorera 3 mécanismes neurologiques vraiment clés. Et on terminera avec les résultats très concrets, très observables de cette approche. C'est parti. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est de bien comprendre le défi immense que représentent ces maladies cognitives. Qu'on parle de maladies qui s'attaquent à la protection des neurones ou d'autres affections qui les font dégénérer, les dégâts sont bien réels. Mais attention, le cerveau n'est pas juste une victime passive, loin de là. Même quand il est atteint, il garde une capacité incroyable à s'adapter, à se battre. Et c'est justement cette force-là que l'art-thérapie vient réveiller et mobiliser. Bon, mais comment il riposte ce cerveau? Premier mécanisme, et c'est un mot-clé à retenir, la neuroplasticité. C'est un peu l'arme secrète du cerveau, sa capacité à se réorganiser en permanence. En d'autres termes, le cerveau est malléable, il n'est pas figé. Il peut créer de nouvelles connexions entre les neurones tout au long de notre vie. Et l'art-thérapie, dans ce contexte, va agir comme un catalyseur surpuissant pour ce processus. Voyons comment ça marche. En fait, ça agit sur 2 fronts en même temps. D'un côté, l'art force le cerveau à construire des sortes d'autoroutes neuronales complètement inédites, en faisant travailler ensemble des zones qui, d'habitude, communiquent peu. Et de l'autre, c'est comme une séance de sport pour nos fonctions de pilotage. Planifier, décider, s'organiser, ce qui les garde actives plus longtemps et ralentit leur dégradation. Passons maintenant à un deuxième mécanisme qui est absolument fascinant, la vicariance. C'est une sorte de solution de contournement incroyablement maligne mise en place par le cerveau lui-même. Le point crucial ici, c'est vraiment l'idée de substitution. Quand une fonction est hors service, le cerveau est capable d'en recruter une autre pour prendre le relais. C'est un véritable plan B neuronal. Pour que ce soit plus concret, imaginez que la voix du langage parlé soit coupée, comme ça arrive dans l'aphasie ou certaines démences. Eh bien, le cerveau va se servir de l'expression artistique comme d'une nouvelle forme de langage. Cette citation, elle est vraiment très parlante. Elle montre bien que l'impact n'est pas juste neurologique, il est profondément humain. En donnant un autre moyen de s'exprimer, l'art vient briser le silence et surtout l'isolement que la maladie impose si souvent. Et il y a autre chose, l'art a cette capacité unique de contourner la mémoire des faits, qui peut être défaillante, pour aller se brancher directement sur la mémoire des émotions. Elle reste souvent intacte. C'est une porte d'entrée directe vers l'identité de la personne, vers ce qu'elle ressent, et plus seulement ce dont elle se souvient. Troisième mécanisme, tout aussi essentiel, la gestion du stress. On sait aujourd'hui que le stress chronique est un véritable poison pour le cerveau. Il accélère le déclin cognitif, c'est prouvé. Le grand coupable dans cette histoire, c'est le cortisol, la fameuse hormone du stress. Quand on est exposé en permanence à des niveaux élevés de cortisol, ça abîme les neurones et ça affaiblit leur connexion. L'art-thérapie, là-dessus, offre un antidote direct. Et c'est là que l'état de flow artistique entre en jeu. Quand une personne est complètement plongée dans la création, elle peut atteindre une concentration si intense que les soucis, le stress, tout ça s'évapore. Le résultat physiologique est immédiat. Le taux de cortisol s'effondre, ce qui met les neurones restants à l'abri. Il y a aussi ce concept psychologique passionnant qu'on appelle le moi-peau. Pour quelqu'un dont le monde intérieur semble se fragmenter, l'acte tout simple de tracer une ligne, de délimiter une forme, de modeler un bout d'argile, ça crée une frontière, une contenance. C'est un peu comme une suture symbolique qui vient réparer une enveloppe psychique fragile et qui apporte un sentiment de sécurité et de calme quasi immédiat. Bon, maintenant qu'on a vu toute la théorie, la science derrière, voyons un peu comment ça se traduit dans la vie de tous les jours. Quels sont les bénéfices réels, observables de ces mécanismes? Les résultats, ils sont vraiment multiples. D'abord, le travail manuel améliore la coordination, ce qui est essentiel pour l'autonomie au quotidien. Ensuite, en offrant un espace où la personne peut maîtriser quelque chose et s'exprimer, on observe très souvent une nette baisse de l'agitation et de l'anxiété. Et enfin, le fait de créer un objet concret, de pouvoir le voir, le toucher, ça renforce l'estime de soi et ça aide à lutter contre la déprime. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. L'œuvre produite n'est pas le but en soi.
C'est une preuve tangible qu'on est encore capable, c'est un acte d'affirmation, c'est un chemin vers plus de bien-être et plus d'indépendance. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui ouvre des perspectives immenses. On a vu le potentiel réparateur de l'art. Ça nous pousse forcément à nous interroger sur son incroyable potentiel préventif. Et si, finalement, intégrer la créativité dans nos vies était l'une des clés pour garder un cerveau en pleine forme plus longtemps? C'est une question qui mérite vraiment d'être explorée.